Alors, mon sujet, c'est donc Ferry et Bourdieu, conséquences. Et je pense que si nous sommes là, c'est précisément en raison de ces conséquences. Alors, vous vous souvenez tous, sans doute, combien diversifiées socialement étaient les entrées aux grandes écoles dans la deuxième moitié du XXe siècle. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aujourd'hui pourquoi, depuis l'orée du siècle, les années 2000, par là, il n'y a plus guère que les fils de normaliens ou de polytechniciens pour devenir normaliens ou polytechniciens. Autrement dit, aujourd'hui, il est clair que l'histoire d'Albert Camus est impensable. Qu'est-ce qui s'est passé? L'école française, jusqu'au milieu du XXe siècle, à peu près, était à la fois capable d'exigence et fréquentée par des enfants qui étaient désireux d'assimiler une culture et un savoir. Au départ, c'était des jeunes paysans au début du siècle, et ensuite, c'est devenu de jeunes maghrébins qui étaient désireux, effectivement, d'assimiler cette culture. À partir des années 80, peut-être, je dis peut-être, parce que c'est évidemment très difficile à préciser, on se trouve à la fois devant un relâchement de l'autorité, je pense que c'est très important, un développement de l'égalitarisme, et puis des générations issues de la diversité, j'utilise l'expression officielle, qui renâclent à s'intégrer. Bon, je pense que c'est un constat sur lequel on peut tomber d'accord. Donc l'école ne parvient plus à requérir l'excellence, elle n'ose plus hiérarchiser les élèves par peur de discriminer, j'utilise le mot officiel, elle renonce à imposer la culture française aux élèves issus de la diversité. Donc pour pouvoir servir l'égalité officielle, il faut quand même servir parce que nous sommes un pays quand même d'égalité, on va appliquer donc un raisonnement complètement linéaire. Il suffit d'aligner tous les élèves au même niveau dès les petites classes. On va donc supprimer les classes de niveau, c'est la mesure la plus forte, mais il y en a d'autres. Autrement dit, on va noyer dans un magma général, et à la baisse, évidemment, les potentiels sujets d'excellence. C'est un système, en dehors de toute considération éthique, parce que bien sûr, d'un point de vue éthique, c'est largement discutable, mais en dehors de ça, c'est un système qui pourrait être efficace à condition de supprimer la famille. C'est pour ça que Staline, comme vous savez, avait commencé à essayer de supprimer la famille pour que ce genre de système fonctionne. C'est par la famille et tout ce qu'elle invente, tout ce qui est autour d'elle, que l'actuel système français périclite. Et comme je vais vous le dire, je ne me réjouis pas de cette situation parce que les conséquences sont catastrophiques. Les conséquences du fait que ce sont les familles qui vont permettre à cette situation, qui vont lutter contre cette situation. Il n'y a que les familles qui puissent lutter contre cette situation. Mais les conséquences en sont, à mon avis, catastrophiques. Alors, il est probable que nous avons été victimes d'une théorie dominatrice, la théorie Bourdieu, dont le but n'était pas de promouvoir l'égalité des chances devant la réussite, mais était d'anéantir l'idée même d'une élite. C'est très certain quand on lit les textes de Bourdieu et de ses disciples. Ce qui était d'ailleurs déjà le but du totalitarisme communiste. Il y a une espèce de succession. Mais aujourd'hui, ça s'est passé d'une manière beaucoup plus feutrée et, pour ainsi dire, plus chic. On peut dire la chose comme ça, beaucoup plus chic. Ainsi, qu'est-ce qu'on espérait? On espérait effacer définitivement, point d'interrogation, les supériorités. On se souvient que sous les soviets, l'élite a réapparu sous forme de nomenclature, ce qu'on appelle la nomenclatura. Ce que les adeptes de Bourdieu ne voulaient pas admettre, c'est que c'est une réalité historique, sociale, anthropologique. L'élite d'une société s'élabore quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre. Et même un totalitarisme ne peut pas supprimer une élite, puisque sous un totalitarisme, c'est l'élite totalitaire, sous forme de nomenclatura, qui redevient l'élite. Ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas du tout que l'élite du savoir, je parle des écoles, a disparu, pas du tout.
elle a réapparu d'une autre façon. Et à mon avis, ça pourrait être dommageable. C'est-à-dire que l'égalitarisme bourdievin n'a pas supprimé l'élite, c'est un rêve. Mais il l'a déplacée de façon calamiteuse. On peut produire une élite du mérite, c'est l'idéal républicain, en apportant à tous au départ l'excellence et l'exigence. Je mets l'exigence parce que l'exigence, ça signifie qu'on impose des choses aux enfants. C'est ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et on peut le faire en hiérarchisant selon les mérites. Il se crée alors une élite du mérite, qui d'ailleurs n'a souvent pas grand-chose à voir avec l'élite sociale. C'est de cette manière, par exemple, qu'en France, moi je l'ai remarqué, beaucoup d'entre nous l'ont remarqué, un très grand nombre d'universitaires, dans la seconde moitié du XXe siècle, venaient des classes populaires, mais vraiment un très grand nombre. Je ne suis pas capable de donner un pourcentage, mais un très grand nombre de mes collègues ne venaient pas du tout de milieux bourgeois. À l'inverse, si vous égalisez en bas, par exemple en supprimant les classes de niveau, ce que nous faisons aujourd'hui, alors l'élite va survenir, mais d'une autre façon. Qu'est-ce qui va se passer? Les familles cultivées vont s'appliquer à combler à la maison, ou par de multiples institutions privées, le vide culturel de l'école. Et ça se passe de façon systématique. Personnellement, lorsque mes enfants étaient adolescents, j'ai refait à la maison certains cours, comme par exemple les cours d'histoire, parce que j'estimais que les cours d'histoire étaient extrêmement mal faits, qu'il y avait des lacunes qui n'étaient pas là par hasard. Si l'école renacle à faire étudier Shakespeare, parce que c'est trop compliqué, vous comprenez, c'est trop compliqué Shakespeare, les enfants des familles cultivées liront Shakespeare à la maison, c'est tout à fait évident. Et dès lors, ils seront les seuls à connaître Shakespeare. Thornstein Veblen, dans son livre célèbre « Théorie de la classe de loisirs », à l'époque, la bourgeoisie était la classe de loisirs, disait que l'élite ne renonce jamais à transmettre la culture dont elle est dépositaire. Jamais. Donc, vous pouvez bien, nous avons un ami roumain dans la salle, vous pouvez bien faire en sorte qu'ils soient obligés d'aller dans les caves pour la transmettre, ils la transmettront de toute façon. Et ceci, quels que soient les moyens, même les plus coûteux en énergie et en finances. Ainsi, plus l'école est égalitaire, dans le mauvais sens du terme, comme aujourd'hui, plus les élites se reproduisent. C'est pratiquement une loi systématique. Donc le courant de la déconstruction, mais ça avec un grand D, ne supprime pas du tout l'élite. Les choses se passent autrement. Lorsque l'école renonce à la fois à l'excellence et à l'exigence, qui sont, je pense, les deux choses qui nous manquent aujourd'hui, il faudra peut-être commencer d'ailleurs par l'exigence, ces deux projets ambitieux ne tombent pas en déshérence, mais ils sont repris et sauvés par un petit groupe de familles. Et je dirais que l'élite apparaît naturellement dans les familles cultivées, bien sûr, mais aussi, et c'est très important, dans les familles courageuses. Ça a été bien raconté par Emmanuel Todd. Les familles qui font passer avant tout l'élévation de l'enfant. L'élite française se renforce à partir de familles qui parviennent à contourner le désastre scolaire, qui enseignent à la maison, qui discutent à table, qui achètent avec soin les livres dont l'enfant peut avoir envie ou peut avoir besoin, qui emmènent les enfants au musée, qui ne transigent pas sur la politesse et la paresse. Donc, il ne suffit pas d'une famille cultivée, il faut encore une famille courageuse, cultivée et courageuse. Ils n'ont pas besoin d'avoir des enfants brillants, attention, pas du tout. Mais ils produisent par leur culture et par leur courage les enfants qui sont les seuls, qui seront les seuls à pouvoir franchir les portes des emplois complexes, ou même de l'embauche tout court d'ailleurs, parce qu'ils connaîtront la grammaire française bien sûr, mais aussi ils sauront saluer correctement. Or, comme vous le savez bien, on n'embauche pas un gamin de 20 ans qui continue à mâcher son chewing-gum en vous parlant, ou qui vous pose comme première question la question de savoir à quel moment il aura ses vacances. Et tout ça, c'est de la correction. Et ce sont les familles courageuses qui le transmettent. Mais ce sont des choses qui peuvent être transmises à l'école avec la discipline lorsqu'il y a l'exigence. Donc cette élite ne peut plus être formée à l'école, puisque l'école méprise la grammaire française et laisse l'élève injurier son professeur. Ce sont des choses que nous connaissons par cœur aujourd'hui.
il ne faut pas se leurrer. Un enfant qu'on laisse injurier son professeur ne franchira jamais aucune porte. Lorsque plus grand-chose n'est fait à l'école et que tout est fait à la maison, dans les familles favorisées, c'est-à-dire cultivées et courageuses, eh bien ces familles sont désormais les seules à décrocher des diplômes importants. Et ça vous permet de comprendre pourquoi ce sont les fils de normaliens qui deviennent normaliens et les fils de polytechniciens qui deviennent polytechniciens, en tout cas beaucoup plus qu'il y a 50 ans. Ça, c'est une évidence. Ainsi, on aboutit à l'inverse de ce qu'on voulait obtenir. Les inégalités de départ sont fortifiées et amplifiées. Et pire, alors, c'est ça qui m'inquiète, un décrochage se produit entre deux parties de la population. Nous avons de plus en plus, et toutes les enquêtes PISA le disent, une vaste population d'enfants presque illettrés, à côté d'une reproduction d'une toute petite élite. L'État, d'ailleurs, accompagne ce mouvement, puisque, vous l'avez remarqué, les grandes écoles en France, qui représentent entre 3 et 4% des étudiants, reçoivent d'ores et déjà 30% du financement général du supérieur. Donc, l'État avalise cet état de fait. La formation de l'élite, non plus par l'école, mais exclusivement par un petit groupe de familles, aura des conséquences redoutables. Cette situation produira une élite plus petite et plus différenciée, celle qu'on trouve, par exemple, j'en ai connu quelques-uns, dans les pays où l'aristocratie ne parle plus la même langue que le peuple. J'ai connu un certain nombre de pays, dans mes pérégrinations, dans certaines familles, au petit déjeuner, on parle français, on ne parle pas la langue du pays. Maintenant, on parlera anglais. On ne parle plus la langue du pays. Dans certaines familles en France, on parle anglais à table. Donc, l'égalitarisme va produire une société de classe comme on n'en a pas vu depuis longtemps en France. D'un côté, une élite minuscule, auquel les parents auront appris les livres et la politesse, et de l'autre, un immense peuple dépourvu des manières élémentaires. Ça vous formera là une élite, je dirais, de l'espèce phanariote. Les phanariotes qui dominent depuis des siècles par transmission interne de la culture et qui sont en général des gens brillantissimes. J'ai longtemps enseigné en Roumanie, mes très très bons élèves, d'ailleurs des élèves, je n'avais jamais vu des élèves pareils même en France, étaient des phanariotes. Des jeunes gens qui n'auront pas appris Victor Hugo à l'école, bien sûr, parce que c'est trop élevé pour l'idéal d'égalité, mais qui auront lu Victor Hugo sous la lampe à côté de leur grand-père. Et ne tenant pas leur promotion de l'école, mais uniquement de leur famille, ils en tireront un sentiment aristocratique et plus du tout républicain, soyez tranquilles. Ce phénomène existe déjà autour de certaines écoles privées où on lit Victor Hugo sans tirer la langue, et dans lesquels se regroupent des petits cercles de familles hostiles à l'esprit de la déconstruction. Et au fond, nous en sommes. Je voulais simplement vous montrer ici les dangers qui nous guettent. On en vient à ce que David Goodhart, celui qui a inventé les somewhere et les anywhere, dans son futur livre que je n'ai pas encore lu, j'en ai lu que des recensions, Le combat pour la dignité et le statut au XXIe siècle, appelle, je cite, « une endogamie cognitive ». C'est ainsi que l'égalitarisme suscite une régression. J'appelle ça une régression parce que, au fond, la République des hussards noirs, c'était quand même pas mal. Hein. La République dans laquelle Camus parvient au prix Nobel, c'était quand même pas mal. Donc une régression, non pas au sens où la transmission culturelle se perd. Bien sûr que non, elle ne se perd pas. Nous avons toujours une petite élite de 3% d'étudiants qui lisent. Je l'ai remarqué, mais au sens où la culture se transmet désormais dans un seul milieu, toujours le même. Alors, je pense que la Fondation Kairos se donne pour but d'aider ceux qui poursuivent avec beaucoup de difficultés la transmission culturelle, devenue une gageure par abandon de l'exigence et de l'excellence. Mais je ne pense pas qu'elle a l'ambition de préparer une société de phanariotes. Elle espère, je pense, contribuer à restaurer une élite méritocratique en donnant l'exemple. Pratiquer l'égalité des chances, comme on pratique une vertu, consisterait à apporter une culture élevée et exigeante à tout le monde, comme c'était le cas il y a encore 50 ans, et à mon avis, dans la première moitié du XXe siècle.
même sans être nostalgique, je pense qu'on peut le dire de façon certaine. Mais voilà, il faut beaucoup de courage pour y parvenir. En fait, c'est du courage qu'il faut. Il faut risquer pour atteindre l'exigence et l'excellence. L'exigence, c'est-à-dire, par exemple, ne rien laisser passer en termes de discipline et de paresse, on en est bien loin. L'excellence, instaurer, par exemple, les classes de niveau. Il est beaucoup plus facile, évidemment, de se contenter du plus petit dénominateur commun, de donner le bac à tout le monde et de se mentir en proclamant que tous sont très bons, puisque tous ont été reçus. Qui est-ce qu'on trompe? Personne. Pour le dire simplement, je pense que nous luttons contre la démagogie de l'égalité qui renforce chaque jour les inégalités. Je vous remercie. Merci beaucoup Chantal. Je profite honteusement pour vous poser une première question. Vous êtes notamment spécialiste du totalitarisme. Or, nous sommes confrontés par l'actualité à une décision qui a souvent été qualifiée par plusieurs commentateurs de type totalitaire, à savoir cette décision surprenante de vouloir interdire l'école à la maison et de vouloir restreindre fortement, on ne sait pas encore très bien dans quelles conditions, la création, le développement d'écoles complètement libres. Vous expliquez à quel point, dans un contexte où l'école a du mal, ou ne veut plus, ou n'ose plus, ou n'a plus le courage d'être exigeante pour tous, à quel point les familles étaient un relais précieux, indispensable pour quand même transmettre, en attendant des temps meilleurs, en tout cas un petit reste, un ciel de la terre, quelque chose qui puisse ensuite rallumer la flamme. Est-ce que vous pouvez faire une analyse, forcément courte, mais de la dimension totalitaire ou pas que peut revêtir cette décision? Vous savez, j'aime pas beaucoup qu'on utilise le mot totalitaire pour autre chose que pour ces régimes où on vient chercher le pauvre type à 5 heures du matin et où on l'emmène en tôle pour la vie sans aucune explication. Je pense qu'au cours du XXe siècle, il y a énormément, il y a des centaines de millions de gens qui ont souffert du totalitarisme et je préfère qu'on garde ce terme pour ce type de régime. Cela dit, j'ai écrit un ouvrage justement sur ce sujet. Je pense que nous sommes en train de poursuivre les buts du totalitarisme communiste. L'égalitarisme fait partie de ça. Et ce que vous venez de citer comme mesure, ça en fait tout à fait partie. Simplement, nous n'utilisons pas les mêmes moyens. Au lieu d'utiliser la terreur, nous utilisons la dérision, entre autres. C'est pourquoi j'aime mieux qu'on utilise un autre mot. Mais effectivement, je pense que c'est toujours le même but. Au fond, le but du totalitarisme communiste était un but moderne. Et nous le poursuivons en tant que moderne. Je suis d'accord avec vous. Pardonnez-moi, je n'ai pas le Covid. Merci Madame pour votre intervention extrêmement intéressante. Ma question est la suivante. N'y aurait-il pas, en quelque sorte, un retour du temps long? C'est-à-dire que dans à peu près toutes les civilisations et à peu près à toutes les époques, il y a toujours eu une petite élite cultivée et une très grande masse illettrée. Et donc, peut-on, peut-être de manière un peu pessimiste, voir la situation antérieure de la France où les poilus écrivaient au subjonctif imparfait comme une parenthèse dans l'histoire, mais qu'on va revenir à ce qui a toujours été le cas, c'est-à-dire une toute petite aristocratie qui sait lire et une grande masse analphabète. Voilà. Hélas, je pense que vous avez raison. Merci. Je pense que cet épisode républicain du poilu qui connaissait l'imparfait du subjonctif risque bien d'être considéré comme une parenthèse. Et nous allons revenir à ce qu'on pourrait appeler, et on serait d'accord, vous et moi, on pourrait appeler la soupe primordiale, à savoir des pays où vous avez une aristocratie de 3%, et puis un vaste peuple illettré. Je crains qu'on soit... Parce qu'au fond, c'est une sorte d'état naturel des sociétés. Hélas, je suis d'accord avec vous. Bonjour madame. En fait, j'avais une question par rapport à ce que vous avez dit juste avant, par rapport au fait que sous le régime communiste,
Vous dites que c'était le problème de l'égalitarisme, mais justement, en URSS, il y a eu une très forte alphabétisation à ce moment-là. Comment ça se fait qu'avec la même idéologie égalitariste, eux aient eu de très bons résultats scolaires avec une alphabétisation beaucoup plus forte par rapport à nous? Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Si vous avez un régime totalitaire qui décide que les enfants seront alphabétisés, vous savez, il ne va pas faire de difficultés pour mettre en place une discipline et tout le monde fera ce que l'État a dit, c'est tout. Effectivement, il y avait un effort d'alphabétisation réel dans les pays totalitaires. Ça a été vrai aussi pour Cuba, où on a ouvert pratiquement autant d'écoles que de prisons, et ce n'était pas rien. Hein. Mais on a effectivement alphabétisé les gens. Un État totalitaire parvient à tout. Hein. Si vous mettez les gens en tôle pour une broutille, les choses marchent. Effectivement, c'était. Il y avait, vous savez, il y avait un but moderne de cultiver le peuple. Et il y avait ça aussi, au milieu de toutes ces horreurs. Effectivement, c'est un peu différent du totalitarisme castriste, mais je retiens ce que vous disiez sur le totalitarisme chic de Bourdieu. On a une question transmise en streaming du délégué général de la Fondation Potentiel et Talent qui nous demande: est-ce que vous pouvez revenir sur ce glissement entre le principe d'égalité mal comprise et l'égalitarisme? Et lui dit qu'il faut remonter à Langevin Vallon, dont Bourdieu ne serait qu'un prolongement. Alors ça, je vous avoue que je ne connais pas assez le processus historique, mais c'est bien possible qu'il y ait des racines très profondes. Enfin, moi, je vois les choses du point de vue que je connais, bon, forcément, parce que je connais moins bien Langevin Vallon, par exemple, que la déconstruction philosophique, et je pense que Bourdieu fait bien partie de ce qu'on appelle la pensée française, du groupe Derrida, Foucault. C'est tout à fait ça, en fait. Alors que ça ait des racines plus profondes, ça, c'est très possible. Alors merci Chantal, ça nous fournit une transition, cette école française, puisqu'on sait que cette école française s'est exportée en Amérique, la théorie aux française, États-Unis, oui. La théorie française Derrida et Bourdieu aux États-Unis et au Canada, et qu'aujourd'hui elle nous revient, et on va justement maintenant entendre Mathieu Bock-Côté.